on va commencer cette première table ronde autour de la question de l'insertion, de l'inclusion. Et donc ce que je vais demander simplement à nos différents acteurs de bien vouloir se présenter et en quelques minutes poser un petit peu la question pour eux, l'inclusion, qu'est-ce que c'est, en tout cas en quoi ils sont animés par cette thématique-là. Christine, je vais avoir le plaisir de démarrer par toi. Voilà, donc je te confie le micro. Voici. Bonjour à tous. Donc je vous remercie Laurent de m'avoir convié à partager cette table ronde avec toutes les personnes qui sont, il me semble-t-il, sensibles à la question du handicap. Donc moi je m'appelle Christine Guéry, donc je suis présidente de l'association départementale des enfants infirmes moteurs cérébraux de la Charente depuis 2003, depuis sa création. Nous avons constitué cette association avec 3 mamans, puisque je suis moi-même maman d'un enfant donc infirme moteur cérébral, qui aujourd'hui a 21 ans et donc qui est actuellement, alors je ne sais pas comment on peut dire, pris en charge ou accompagné en tous les cas dans une structure qui est la section d'éducation motrice de la Couronne que nous avons créée et qui est ouverte depuis 2008. Voilà. Donc c'est vrai que le combat, moi en tant que maman au départ, quand mon fils est né, effectivement, je pourrais revenir sur tout ce que vous disiez tout à l'heure, sur qu'est-ce que le handicap, comment on le voit, comment on l'accompagne, comment on le vit au quotidien, et comment on va faire pour se débrouiller de tout ça, effectivement. Mon fils, quand il est né, il a été orienté vers le CAMS, le Centre d'action médicale, sociale et précoce. Suite à cela, effectivement, vers l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, on nous a dit, aujourd'hui, si vous souhaitez continuer à avancer avec votre fils, il va falloir trouver des structures adaptées, éventuellement, voilà, créer peut-être aussi des choses si ça n'existe pas. Donc sur le département de la Charente, effectivement, en 2003, en 98, puisque mon fils est né en 98, il n'y avait pas de structure adaptée ou de choses qui pouvaient... des prises en charge, des choses qui pouvaient prendre en charge mon fils, handicapé moteur, avec un handicap moteur physique assez important. Du coup, je suis allée un petit peu visiter tout ce qui se passait autour de notre région, de notre département. Suite à ça, je me suis nourrie de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, et des personnes que j'ai pu rencontrer, notamment à l'époque on disait la DAS, aujourd'hui on dit l'Agence régionale de santé, et je suis allée rencontrer les délégués à cette époque-là pour un petit peu leur demander pourquoi les enfants qui avaient un handicap moteur en Charente n'avaient pas de lieu où aller pour être entendus, écoutés, et surtout pour leur permettre d'avoir des mêmes droits que par exemple mon deuxième enfant que j'ai eu après, qui lui est né sans handicap. Et à l'époque, donc, je suis allée faire remonter les besoins et j'ai essayé de réunir tous les parents qui étaient dans cette situation en Charente. Je vais faire, je ne sais pas combien de temps j'ai. Vas-y. Bon. Du coup, à ce moment-là, en fait, tout simplement, les professionnels du CAMS, je me souviens très bien d'une dame, ergothérapeute, qui m'a dit, si vous voulez que les choses changent, il va falloir vous engager. Parce qu'aujourd'hui, le handicap, c'est quand même assez compliqué. Et on n'est pas tous au même endroit, au même moment. Et on n'est pas tous dans les mêmes demandes. Du coup, excusez-moi, je ne vous vois pas, donc je sais pas, j'ai plus tendance à vous regarder, mais je... Je t'écoute, moi je vérifie. Voilà. Donc en 2003, fin 2002, nous avons décidé avec 3 mamans de créer cette association, notamment avec Madame Lacombe, Florence, qui est ici aujourd'hui, qui elle-même était maman d'un enfant porteur de handicap, ou en situation de handicap, et qui m'a soutenue. Voilà, comme quoi son enfant n'avait pas le même handicap que mon fils, qui m'a beaucoup soutenue, et donc on a créé cette association. Bon, 2003 était vraiment une année où on a rencontré, je dirais, toutes les personnes financeurs du département pour faire remonter les besoins. Nous avons créé, donc en 2004, donc 2003, c'était, excusez-moi, je ne fais pas de politique, mais pour autant, quand à un moment donné, il a fallu effectivement qu'on comprenne un petit peu le fonctionnement et pourquoi
à Bordeaux, à Limoges, à Poitiers, il y avait des structures qui étaient tout à fait des instituts d'éducation motrice qui pouvaient accueillir des enfants porteurs en situation de handicap moteur. Et pourquoi en Charente, il ne s'était rien passé jusque-là? Et donc voilà, j'avais besoin de réponses. Donc nous avons rencontré, et effectivement, nous avons été tout de suite, on s'est engagé auprès de l'ARS, enfin de la DAS, excusez-moi, à l'époque, qui nous ont permis de rentrer dans des groupes de travail. Nous avons travaillé en commun sur les départements de la Charente avec d'autres associations pour un petit peu remettre en avant toutes les difficultés que pouvaient rencontrer les parents et les familles qui étaient au CAMS en fait, et qui sortaient et qui se retrouvaient un petit peu dans la rue avec simplement pour dire si vous souhaitez votre enfant continue, il va falloir peut-être aller voir à l'école de votre quartier si en frappant on va vous ouvrir la porte. Le début, il y avait juste le début des AVS, hein, des aides de excusez-moi, AVS, oui, pour accompagner les enfants à l'école. Ça commençait un petit peu à se mettre en place par l'association L'Enfant Soleil, mais bon, c'était pas encore trop acté. Et puis après, kiné en libéral, enfin bon voilà, professionnel en libéral, de ce que vous pourrez faire. Donc moi je suis partie avec mon fils à l'âge de 4 ans, je me suis retrouvée à la maison avec lui, et donc j'ai été frappée effectivement à la commune. Quand on parle d'insertion, d'inclusion, du coup voilà, j'en reviens à ça. C'était la première pas, le premier pas que nous avons fait vers l'école commune de notre, où on habitait, et pour voir si mon fils allait pouvoir être reçu et accueilli pareil que les autres enfants. Bon, on ne va pas en parler pendant des heures, c'était quand même relativement très compliqué, vu effectivement le fauteuil, enfin toutes ces choses, ces outils qui lui permettaient de pouvoir vivre pareil que les autres enfants, mais en tous les cas qui demandaient une certaine, beaucoup de temps et je dirais de savoir-faire que les personnes autour de lui ne pouvaient pas lui apporter. La première année, nous avons quand même été accueillis, la directrice a accepté que mon fils soit à l'âge de 4 ans, soit avec les autres enfants. Moi, ce que je revendiquais, c'était le lien social. C'était de pouvoir avoir des relations avec tous les autres enfants. C'est de pouvoir fêter son anniversaire avec les autres enfants. C'est d'avoir du lien et d'être considéré comme n'importe quel autre enfant. Donc c'était vraiment ma première chose. En 2003, c'était l'année du handicap. Donc on a surfé sur la vague, si j'ose dire. Et effectivement, en 2004, nous avons réussi à créer le premier service, le service d'éducation de soins spécialisé à domicile, lié à l'handicap moteur. Nous avons rencontré Marie-Thérèse Boisseau, qui à l'époque était ministre. Effectivement, on a travaillé ça. En 2004, nous avons ouvert notre premier service. En 2008, nous avons continué en disant qu'en Charente, par rapport à la loi de 2005, où on mettait effectivement quand même les personnes en situation de handicap au cœur d'un projet, et notamment des distances à respecter. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses dans cette loi qui nous a permis aussi de travailler sur l'obligation scolaire des enfants, qui à l'époque, c'était pas, parce que c'était vraiment au bon vouloir des instituteurs ou des professeurs pour nous accepter dans les classes. C'était en fonction de leur sensibilité, je dirais, et de leur vécu, de leur propre personnalité, de leur normalité ou de leur pas normalité, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est toujours comme ça qu'on avançait, toujours avec la sensibilité des gens. Et en 2003-2004, moi, du coup, mon fils avait besoin quand même, moi je voulais quand même qu'il garde toujours de lien social, donc en sortant du CAMS, donc en fait, il a été inscrit à l'IEM de Poitiers, de Biard. Et 2003-2004, il a fait la rentrée scolaire là-bas. L'année précédente, j'avais été donc à l'école, où j'allais 1 heure par semaine à l'école avec mon fils, et c'est moi qui l'accompagnais dans la classe, qui était là, et au moins on profitait un petit peu des chants, des enfants, voilà, et mon fils avait en tous les cas cette sensation de pouvoir participer à son titre lui, avec son prénom et son nom, d'être dans une classe. Donc la première année s'est bien passée, mais 1 heure d'inclusion dans la semaine, c'était peu. L'inclusion, c'était vraiment aussi, ça passait par l'école. En premier lieu, l'inclusion, c'était aussi avoir sa place dans l'entité scolaire et d'avoir sa place au milieu des autres élèves. Et d'avoir sa place d'enfant. Parce qu'avant tous ces mots-là, il y a un enfant. Avant le handicap, il y a l'enfant. Il y a sa personnalité, il y a ses envies, il y a ce qu'il montre et ce qu'il est capable de faire. Parce qu'effectivement, on parle d'incapacité,
mais on pourrait parler de capacité. Bon, ça c'est un autre sujet pour, je pense. Mais, et du coup, sur cette première année, effectivement, je ne pouvais pas, une heure c'était vraiment trop peu. Donc Nolan, excusez-moi, mon prénom, 1, 2, 3, le prénom de mon fils, Nolan est allé en 2003-2004 à l'IUM de Biard avec d'autres enfants de Charente. Hein. Il n'était pas le seul dans cette situation. Et chaque matin, il partait donc d'Angoulême jusqu'à Poitiers pour faire le chemin, pour aller à l'école, pour avoir on va dire un accompagnement global, c'est-à-dire tous les soins liés ergothérapeute, kiné, etc., puisque c'est le handicap moteur, et ainsi que donc, de la scolarité adaptée avec une institut de l'éducation nationale, mais qui, par contre, leur permettait de travailler petit à petit avec des outils et en préservant et en respectant le rythme de chaque enfant. Là aujourd'hui, donc aujourd'hui l'école a été créée, l'association tout du moins a travaillé le partenariat avec l'école jusqu'au collège, avec une structure beaucoup plus adaptée. Alors aujourd'hui, excusez-moi, parce que du coup c'est juste, et puis après on y reviendra si tu peux poser juste le alors aujourd'hui, c'est vrai que l'association, nous on a créé en 2003, donc un premier CESAD. En 2008, on a créé la section d'éducation motrice de la Couronne, où là, il y a 18 enfants handicap moteur tout confondu, parce qu'on parle de l'infirmité motrice cérébrale, mais handicap moteur tout confondu, qui sont pris en charge, c'est-à-dire 9 enfants du côté collège, 9 enfants du côté primaire. Donc, dans le but où, effectivement, par rapport à la loi de 2005, c'était d'inclure un maximum à l'école. C'est-à-dire qu'on a pris une ancienne école qui était fermée, avec la commune de la Couronne, avec qui on a travaillé, Monsieur Sauzet à l'époque qui était maire, maintenant c'est Monsieur Doré. Et donc les enfants, en fait, ont une prise en charge, on va dire, adaptée dans la structure, mais par contre, vont manger avec les autres enfants des autres écoles à la cantine. Ils peuvent parfois participer, s'inclure dans un cours, mais bien particulier en fonction des capacités des enfants, mais ça c'est géré avec les professionnels et voilà. Et puis, voilà. Et puis du côté collège, effectivement, il y a des enfants de l'âge de 11 ans à 16 ans, enfin aujourd'hui 21 ans, qui sont du côté collège et effectivement aussi qui ont un accompagnement paramédical et qui ont un accompagnement, qui ont une scolarité adaptée donc par les instituts de l'éducation nationale mis à disposition. Pour autant, il y a plusieurs enfants qui sont insérés dans des classes de 6e et de 5e sur des cours bien spécifiques tels que l'histoire par exemple, ou des sciences naturelles, sciences physiques, etc. Voilà, donc il y a des petites choses. Donc c'est vrai qu'au niveau association, au niveau du travail qui est fait dans ces trois... Alors, et en 2013, pardon, on a ouvert un CESAD pour les enfants présentant des difficultés 10, liées au 10. Donc c'est le seul aussi... 10, tu peux dire ce que c'est? Les 10, alors tout ce qui est dyscalculie, dyspraxie, donc en fait ce sont des enfants qui ont des troubles d'apprentissage à l'école et souvent qui sont en échec scolaire et qui aujourd'hui, avant qu'il y ait un diagnostic de posé, souvent les familles ont un parcours, je dirais, du combattant, puisque souvent les enfants, on peut penser qu'ils sont, je dirais, des mots banals, hein, feignants, qui ne font pas les choses comme il faut, etc. Alors que c'est vraiment qu'il y a des difficultés neurologiques derrière. Et donc on a ouvert un CESAD 10 avec un travail qui a été exécuté aussi avec l'éducation nationale. Donc il y a 3 services, la DIM C16 est gestionnaire de 3 services actuellement. Il y a à peu près 35 professionnels qui encadrent tous ces enfants. Et puis voilà, sauf que voilà, il y a encore la suite, puisqu'aujourd'hui, normalement nos structures sont jusqu'à l'âge, normalement c'était 16 ans. Aujourd'hui il y a des choses qui changent, on nous dit 0-20 ans, donc on va agrandir, on est en CEPOM actuellement, donc il y a des choses qui bougent. Mais on nous dit que jusqu'à 20 ans, et j'ai appris il y a une semaine, récemment, par l'évaluation, l'évaluatrice qui vient faire l'évaluation externe de nos structures, qu'il n'y aurait plus d'amendement Creton en 2021, qu'aujourd'hui 80% des enfants en structure IME, etc. devaient sortir, puisqu'on était dans l'inclusif, que le département de la Charente était 100%, était, comment dire, nommé, je ne sais pas si je dis le bon terme, je m'en excuse si je ne dis pas le bon terme, mais que la Charente était un département un peu pilote, 100% inclusif, que les enfants, les jeunes, adolescents, préados, jeunes adultes devaient sortir des structures et devoir de plus en plus aller vers les droits communs, les droits citoyens, utiliser les structures existantes, les MJC, enfin tout ce qui existe pour les inscrire dans ce type de choses-là. Et aujourd'hui, moi, entre guillemets,
aujourd'hui j'ai posé la question, mais mon fils il a 21 ans, il n'y a pas de place dans les structures en Charente, il n'y a plus de place, hein, donc nous ça fait 5 ans qu'on essaye de proposer un projet qui ne passe pas, mais bon voilà. Mais peu importe, hein, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là simplement pour expliquer qu'aujourd'hui, on a peur, nous, en tant que maman, parce que moi j'ai quand même l'impression aujourd'hui de revenir un petit peu en arrière, en 2003, au moment où on s'est battu pour créer nos structures. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, mon fils, il est en fauteuil, etc. Et il a quand même un gros problème d'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Comment je vais l'inclure dans un appartement, par exemple, avec des droits communs, régler son APL avec son AH? Parce que c'est ce qu'on nous dit, hein. Appartement, il va aller avec son AH, il va payer, il aura l'APL, et puis il y aura des services à domicile, puisque c'est ce qui se développe aujourd'hui au maximum, pour pouvoir les accompagner sur une journée. Donc ça fait un peu peur, c'est pas le handicap qui me fait peur, c'est ce qui se passe aujourd'hui, j'ai un peu d'angoisse sur la suite. Alors ce que tu nous dis, on va faire le lien, puis je vais passer la parole à Monsieur Assef, comme ça, pour pouvoir justement donner son point de vue. Mais en tout cas, là, on a une question d'inclusion qui semble être un mot, a priori, d'une certaine positivité. Là, on voit qu'il y a une inquiétude qui est posée. Et donc, au fond, on va faire un prolongement avec vous, Monsieur Assef, pour nous donner votre point de vue, et puis peut-être alimenter, peut-être enlever quelques peurs ou quelques craintes qui peuvent être éventuellement ici présentes. Merci. Alors, je vais m'excuser, j'ai une contrainte, c'est que je n'ai pas encore le pouvoir de modifier les horaires de train et la SNCF. Donc ouais, vous avez vu aussi en arrivant, parce qu'on était dans le même train, vous avez vu, du coup on est arrivé ensemble, un peu en décalage, mais on est toujours en décalage. Donc du coup, très rapidement, si la question est posée de savoir comment on peut définir l'inclusion, comment on peut la vivre, je dirais deux choses, et vous l'avez dit madame, c'est que on pourrait dire, après je vais aller plus précisément sur ce que vous avez dit sur le territoire 100% inclusif pour vous donner de la façon la plus éthique et la plus honnête possible la façon dont du côté de l'ARS on perçoit ça et on envisage cela. Mais spontanément en écoutant Saul Cars, je disais dire que l'inclusion plutôt, je préfère ce que Charles Gardou dit, c'est que c'est pas tant le terme d'inclusion qu'il faut utiliser que de le composer, c'est-à-dire de l'accoler en tant qu'adjectif substantif à des situations, à des projets, à des enjeux aux différents domaines de vie des personnes et pas le substantialiser comme ça en le posant comme ça au milieu de la table. Sur l'inclusion, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est entre on le veut et on la veut et on la craint. Et au premier lieu les parents, probablement les personnes, mais aussi la société globalement, c'est-à-dire que c'est une aspiration, c'est lié aux valeurs, voilà, et qu'on est pris dans cette tension-là, et particulièrement dans la période actuelle où on a une forme d'accélération ou de mise en tension dans les politiques publiques de cette inclusion, alors qu'on a appelé, qui ne s'est jamais appelé désinstitutionnalisation dans les politiques publiques. Je veux dire, voilà, après, qui s'est appelé à un moment donné, et ça c'était il y a 7-8 ans, inclusion accompagnée. C'est pas resté très longtemps ce terme. Qui s'est appelé virage inclusif et qui s'appelle maintenant transition inclusive. Ça, c'est les termes sociopolitiques utilisés pour qualifier ce qui est en train de se faire. Donc, on pourrait discuter de ces termes-là, mais on n'en a pas le temps. Donc, en tout cas, sur leur signifiant politique, sur ce qu'ils signifient, la façon dont la politique publique on voit les choses. Donc, pour moi, on est pris entre... Il y a un mot que vous n'avez pas dit, Saul Cars, c'est la question de l'émancipation, qui a la façon, mais vous l'avez dit implicitement, sur une personne... Le handicap n'existe pas, la personne handicapée avec un réductionnisme ontologique où la personne est réduite à, et puis la personne en situation de handicap, il y a des parents et des collectifs de parents qui commencent à dire une personne qui vit avec un handicap de la même façon qu'elle vit avec son entourage, qu'elle vit dans telle ville et qu'elle vit, voilà, donc pour essayer de distancier encore plus. Voilà. Donc on est pris entre l'émancipation sociale, ce processus-là, et puis la crainte, le risque d'une solitude plus grande, de se sentir plus libre, que cette liberté soit revendiquée ou subie. Donc madame, maintenant que j'ai terminé avec le blabla, je vais essayer, pour faire très court, vous dire quelques points. Oui, on est au milieu du gué et dans ce qu'une agence régionale de santé met en œuvre. On est dans une situation un peu paradoxale, où on va dire où la musique n'est pas synchronisée
en clair. Du côté du médico-social, je réduis vraiment la question, vous voyez, de l'inclusion à, en gros, je réduis pas le médico-social, il a une importance extrêmement forte, mais en clair, quand on regarde l'ensemble des personnes accompagnées par le secteur médico-social en France, enfants, adultes, quelle que soit la typologie des accompagnements, c'est 500 000 personnes. Entre 10 et 11 millions d'euros quand on fait les sondages. Voilà. Les personnes qui ont une mesure, une reconnaissance administrative, une mesure de compensation CDAPH, c'est 2,7 millions d'euros. Bon, 2 millions d'euros, n'importe quoi, 2,7 millions de personnes. Voilà. C'est un lapsus ARS. C'est un lapsus ARS. Et l'effort, mais j'allais y venir. Et dans les politiques publiques, il y a sur la prise en compte globale de ce que nous consacrons tous aux situations de handicap, tout effort financier, c'est 54 milliards d'euros dans notre pays. Bon, donc je fais ça pour dire que, et dans cet univers-là, il y a une forme d'accélération depuis, c'est à la fois l'effet de la loi 2005, mais pas que. Il y a une forme d'accélération pour dire, il faut que les compétences médico-sociales, les prestations médico-sociales, on les nomme comme ça maintenant, on pourrait critiquer ça, puissent accompagner et être présents aux côtés des personnes dans leur domaine de vie et de leurs lieux de participation citoyenne, comme tout autre citoyen. Bon. Donc ça, voilà, on peut être que d'accord avec ça, à ceci près que, et vous l'avez vécu, les parents le vivent encore, qu'il n'y a pas forcément une synchronisation totale entre ce mouvement-là, de compétences d'accompagnement médico-social qui s'exprime, s'exporte en dehors des murs, si je caricature le sujet, et le fait que dans les environnements de vie, dans les entourages de vie ordinaires des personnes, enfants ou adultes, eh bien, cette acceptation de la personne et les conditions d'aménagement, d'accessibilité physique, mais tout autre, même d'accessibilité en termes de représentation et de compréhension, et de considérer l'autre en tant que semblable, ça reste à travailler. Donc on est dans une situation où c'est comme si on avait l'armée du médico-social fantassin de l'émancipation des personnes et je caricature, hein, parce qu'il se passe plein de choses dans les entourages ordinaires qui sont extrêmement positives, mais où le reste de la société, les domaines de vie, les entourages ordinaires doivent eux aussi faire l'effort, le pas de côté pour faire en sorte que cette participation sociale, elle soit facteur d'émancipation et non pas de contrainte. Alors, pour vous répondre sur le 100% inclusif, parce qu'après je vais manquer de temps, il y a une incompréhension, mais cette incompréhension, elle met en exergue la crainte et les risques, parce qu'il y a des risques dans ce qui se passe aujourd'hui. Le 100% inclusif ne veut pas dire, que j'espère, et c'est pas comme ça qu'on le perçoit à l'Agence régionale de santé, 100% des personnes en situation de handicap ont le souhait, la volonté et le destin d'être dans des environnements de vie ordinaires, même si en termes de valeurs citoyennes républicaines, on peut qu'y aspirer. Et ça ne veut pas dire non plus que 100%, si on raisonne que sur le médico-social, qui encore une fois n'est qu'une partie de la question sociétale que pose l'inclusion, eh bien ça ne veut pas dire non plus que 100% des compétences médico-sociales vont sortir des établissements et donc la fermeture totale des établissements. Donc je ne sais pas quel évaluateur externe vous avez choisi, je ne sais pas si vous l'avez payé, et vous devriez peut-être réviser le prix à la baisse. Ça, c'est le côté ARS, voilà, je rajoute une couche sur le côté très... oui, d'ailleurs. Parce que c'est pas ça. Par contre, là où votre évaluateur externe a probablement raison, c'est que, alors ce n'est pas non plus, quand sur les situations dites d'amendement Creton, il ne s'agit pas non plus mécaniquement de faire en sorte, de dire qu'en 2021 ou en 2022, quoi qu'il arrive, s'il y a encore des personnes qui sont dans ces situations administratives, eh bien, on éteint la lumière et elles se retrouveront à l'extérieur de là où elles se trouvent. Oui, mais alors du coup, je le dis là et je le dis publiquement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que l'obligation, elle pèse sur les autorités et sur donc les conseils départementaux, les ARS, si on fait court, même si c'est plus large que ça, en fait, en réalité, parce qu'il y a les communes, il y a... Bon. La responsabilité pèse aussi, incombe aussi aux professionnels qui accompagnent ces personnes au quotidien pour essayer de leur
de proposer aux personnes d'autres modalités, d'autres opportunités que celles qui historiquement leur étaient proposées, c'est-à-dire soit les familles avaient chez elles et auprès d'elles leur enfant, leur adulte, soit une réponse institutionnelle. C'est comme ça que la société a construit les réponses sur les situations de handicap pendant des années. Je vais pas faire trop long, mais juste dire que ce territoire 100% inclusif, il faut le comprendre. Alors vous avez raison, la Charente est dedans, mais 5 autres territoires de Nouvelle-Aquitaine y sont. Il y a 6 départements sur 12 qui sont engagés dans cette démarche-là. C'est d'abord une tentative de mise en cohérence des différentes politiques publiques. Que l'éducation nationale et l'ARS se parlent mieux, que le conseil départemental, l'ARS et l'éducation nationale se parlent mieux, que la CAF, etc., se parle mieux, que le maire de la commune, que en fait cette accessibilité s'organise mieux pour que les familles et les personnes ne soient pas les seuls à devoir résoudre les problèmes de participation sociale au moment où ils les vivent. C'est ça la logique. Donc en fait, il faut traduire 100% inclusif par 360 degrés d'une politique publique qu'on va essayer de rendre un peu plus cohérente pour faire en sorte que dans chaque domaine de vie des personnes, apprendre, se former, travailler, accéder à la culture, etc., avoir une vie privée, familiale, digne et sécure, exercer ses droits fondamentaux, etc. Dans l'ensemble de ces domaines-là, de faire en sorte que les politiques publiques soient au rendez-vous pour que cette accessibilité, comme on la nomme, elle soit possible. Donc voilà, si j'ai au moins servi à ça ce soir, c'est au moins pour envoyer ce message-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre tout le monde dehors, de fermer les institutions et de dire aux personnes et aux familles, maintenant, écoutez, la société est bienveillante, débrouillez-vous. Enfin, c'est pas ça, c'est pas sous cet angle-là qu'en tout cas à l'ARS on travaille ce sujet-là. Enfin, en tout cas, éthiquement, on le travaille au quotidien, différemment en tout cas. Voilà. Écoutez, merci pour la précision, elle est toujours importante et c'est toujours important d'avoir une clarification. Pour voir que cette notion, elle est toujours un peu ambiguë et des fois on peut y mettre beaucoup de positivité, mais derrière il y a quand même de l'angoisse au quotidien et ordinaire. Donc on prend en note, le 100% n'existe pas. D'accord, bien. Olivier, à ton tour, un petit peu nous présenter ta vision de l'inclusion, même si on aura un petit temps beaucoup plus prolongé. Au revoir, merci de vous être arrêté en Charente, une terre propice à l'inclusion avec des acteurs engagés, donc merci de les avoir considérés à votre passage. Merci. Olivier. Bonsoir à tous. Donc Olivier Ravalin, avant tout je suis le papa de 3 enfants, dont mon premier qui s'appelle Paul est en situation de handicap depuis 23 ans. Donc 23 ans d'une aventure dont on reviendra tout à l'heure en fait par cette présentation. Probablement ceux qui connaissent ce documentaire de Pierre Carl qui était sur un peu la vie de Bourdieu qui s'appelle La sociologie est un sport de combat. À l'époque, il a fait un petit peu de bruit parce qu'il était un peu impertinent. Je dirais que le handicap est aussi un sport de combat. Ça a même été exprimé par madame, parcours du combattant. Je pense que cette question d'inclusion, ça serait dans un idéal presque de réduire ce combat, que les parents effectivement n'aient pas l'impression de devoir se transformer en infirmier, en docteur, en assistante sociale, en avocat, en médecin, en orthophoniste, en psychomotricien, etc., etc. Bien sûr qu'ils ne le sont pas, mais ils apprennent des choses au fur et à mesure, et parfois ils en apprennent tellement qu'ils peuvent en apprendre à certains professionnels, ce qui inverse un peu les choses et ce qui rend des fois les relations compliquées entre les professionnels et les parents. Donc voilà, dans un idéal, cette inclusion-là, ce serait effectivement de réduire cet écart qu'il peut y avoir entre cette sensation d'une société à 2 vitesses, d'une société où il y aurait les vulnérables d'un côté et les winners de l'autre, comme dit Miguel Benassayag. Et voilà, d'arriver à vivre ensemble, tout simplement, et vivre ensemble dans l'idéal inclusion 2, ce serait de ne plus parler de ce terme d'inclusion. Effectivement, je trouve que le monsieur de l'ARS a raison par rapport à ce vocable de l'inclusion, où il faudrait le mettre différemment, et justement Charles Gardou, auquel il faisait allusion et dont on parlera tout à l'heure, qui est un anthropologue, qui
qui a écrit beaucoup de choses, qui est aussi professeur à l'université Lyon 2, qui est engagé dans le domaine du handicap depuis de nombreuses années. Lui, il a fait un livre qui s'appelle La société inclusive, il y a 4-5 ans, et qui parle plus de démarche inclusive. Et donc, ça inscrit cette question d'inclusion dans un mouvement, en fait. Dans un mouvement avec, effectivement, ces craintes, mais qui ne sont pas que des craintes, qui sont une certaine réalité. C'est dommage que M. DRS soit vers son train, mais il y a des choses maintenant qui existent, qui sont des choses qui ont été perdues pour le confort des personnes en situation de handicap. Même qui me vient tout bêtement, hein, c'est la question de l'accompagnement des jeunes sourds à l'école, où effectivement, avec cette question de l'inclusion, on a retiré les écoles un peu spécialisées, où il y avait des jeunes sourds entre eux. Et c'est pas parce qu'ils étaient entre eux qu'ils étaient mal, justement parce qu'ils étaient entre eux, ils bénéficiaient d'un apprentissage adapté, et que ce terme inclusion a balayé en quelques années. Et maintenant, je l'ai vu moi personnellement avec une amie qui a un jeune garçon d'1 an, où la question de sa scolarisation est problématique, puisque à l'âge de 6 ans, il pourra trouver des solutions, mais jusque-là, ça risque d'être compliqué dans sa scolarisation, parce que justement, inclusion et des AVS compétentes en langue des signes, etc., ça n'existe pas beaucoup. Et quand on sait qu'un enfant entre 0 et 6 ans fait beaucoup de chemin dans son apprentissage, dans son éducation, et quand on sait que dans ces cas-là, son éducation est réduite, ça pose des choses de façon très concrète sur des peurs qui sont tout à fait fondées, puisque ce ne sont pas des peurs, ce sont des faits avérés. Et que parfois, heureusement pas tout le temps, parfois c'est vers ça qu'on va. Parce que aussi, et M. l'ARS va peut-être avoir les oreilles qui vont commencer à siffler, mais parce que la question de l'inclusion, c'est aussi permettre d'avoir moins de médico-social, parce que le médico-social ça coûte cher, et que le droit commun c'est bien sûr une valeur très intéressante, mais le droit commun c'est plus économique. J'ai eu en tête, mais j'ai oublié, une journée d'un jeune en IEM ou en IME, etc., ça coûte beaucoup plus cher. Je ne saurais pas dire les chiffres, mais peut-être 10 ou 20 fois plus cher qu'un jeune qui est à l'école. Donc après se croise la question des besoins, la question de l'économique, et puis la question du politique, et du politique au sens aussi large. Il y a 1 an ou 2 ans, là, une évaluatrice de l'Europe a déboulé dans le ministère de Sophie Cluzel, et lui a demandé de but en blanc, elle lui a demandé d'expliquer un petit peu comment ça se passait, les questions de l'inclusion en France, etc. Et à la fin, elle lui a demandé, oui, alors comment est-ce que ça va se passer, la programmation comment est-ce que vous allez arrêter les structures médico-sociales, comment est-ce que vous avez programmé ça, quoi. Ça fait un petit peu de bruit à l'époque. Donc oui, il y a aussi un mouvement européen qui est vers cette question de l'inclusion et qui peut légitimement inquiéter. Bien, donc merci, on a une panel d'approches. Avez-vous des questions déjà à poser à nos 3 intervenants, des précisions ou autres? Alors je dis nos 3 puisqu'ils sont plus que 3. Pour l'ARS, je veux bien m'en charger, mais j'ai peur de trahir le discours officiel. Donc, par contre, qu'on soit clair, je précise aussi, je ne sais pas si Yann l'a dit, mais je le reprécise, hein, le département était invité aussi, donc ils se sont excusés ne pouvant pas être là ce soir, mais il est clair aussi que l'envie du collectif, c'est aussi de tout ce qu'on échange, c'est de le transmettre et de continuer à poursuivre avec les tutelles pour leur dire que les citoyens et les différents acteurs ont débattu et ils ont aussi dit des choses, donc on leur fera remonter aussi l'échange de nos débats, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, Question de principe. Dès qu'on fait entrer l'administration dans tous les pays du monde, d'ailleurs, dès qu'on fait entrer la décision politique, il faut se rappeler que ce n'est pas d'une seule teneur. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas de système politique qui fonctionne sans contradiction. Et ce que vous pouvez trouver absolument réussi
dans tel département à côté, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas parce qu'il y a un gouvernement national que les décisions sont prises qui vont dans le même sens. Pourquoi je dis ça? L'inclusion, c'est deux choses. Enfin, c'est 1000 choses, mais au moins deux. L'une, avoir pris conscience que ce n'est pas l'insertion socio-professionnelle. Ça peut l'inclure, ça ne l'inclut pas forcément. Et, oui, et ça peut l'inclure, ça ne l'inclut pas forcément, c'est-à-dire que avoir un poste dans la production économique n'est pas forcément le but d'une inclusion, n'est pas le signal d'une inclusion réussie. C'est pas parce qu'il a un boulot qu'il va tous les jours ou presque. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, le monsieur de l'ARS l'a dit très bien. C'est pourquoi pour moi, j'avoue, c'est toujours fascinant d'écouter des discours officiels. Fascinant. À savoir, l'inclusion, c'est une tentative de plus, pourquoi pas, pour que les donneurs d'ordre, les donneurs de budget, ceux qui définissent les politiques sociales, se mettent un peu plus d'accord. Souvenez-vous de la liste qu'il a fait, que les décisions nationales s'entendent mieux avec le département, qu'ils s'entendent mieux avec la CAF, qu'ils s'entendent mieux. Et oui, parce que ces gens-là sont dans des républiques étanches, les unes aux autres, connaissant très bien, trop bien ce monde, désolé. Donc l'inclusion, c'est aussi le temps où les dirigeants tentent, avec les moyens qui sont les leurs, les moyens mentaux qui sont les leurs, tentent de se rendre compte sur quoi ils gouvernent. Faire des économies, mais bien sûr. On peut suspecter ce que vous voulez d'une mesure officielle, sauf d'être généreuse quand même. Oui, mais je ne dirais pas que c'est le seul but. C'est les deux choses qu'il faut entendre. C'est pour faire des économies, oui, mais pas que. Il y a juste, si on peut même pousser la précision, il y a une différence entre, je pense qu'honnêtement, aujourd'hui la dimension elle n'est plus de l'ordre de l'économique, elle est de l'ordre du financier. Et c'est sans doute là un glissement et votre question que vous avez, puisque je crois que la question économique, et j'ai envie de dire tous les gens qui agissent, et Christine a donné l'exemple de la démarche très localisée, ça veut dire qu'il y a une vraie économie locale qui se déclenche autour de la question du médico-social, de la prise en charge de l'inclusion. Il peut y avoir une vraie économie intéressante, pertinente, redistributive qui peut se mettre en compte. Et au fond, la solidarité, elle a aussi cette dimension-là. Là, aujourd'hui, l'un des risques et que ce que vous avez posé comme question, et ce que Karl a posé, Karl a posé, c'est que vraiment on est sur une question de l'ordre du financier. Et aujourd'hui, comme on a pu le connaître avec le champ du vieillissement, les personnes âgées, jusqu'où le privé lucratif peut venir à un moment donné sur une logique. Aujourd'hui, c'est une question qui peut se poser, puisqu'on a une construction financière qui pourrait éventuellement y ressembler. Christine, tu voulais rajouter? Oui, Karl. Je me laisse dire très court, jure. Oh là là, c'est mal barré. Oui, c'est mal barré. Et non, juste une petite rectification d'un langage, mais qui est absolument importante, c'est que, pour le dire sauvagement, une société capitaliste n'a jamais de problème économique. Avec l'handicap, il n'y a pas de problème économique. Et ce n'est pas la Tanzanie, hein, c'est la France. Ce n'est pas l'Amérique latine, hein, c'est l'Europe. Il y a dans une société comme la nôtre, ou comme d'autres comparables, bien sûr, il y a des problèmes d'économie politique, pas d'économie tout court. Ce n'est pas un problème de sous, c'est le problème de qu'est-ce qu'on fait avec les sous dont on dispose. C'est un problème d'économie politique. C'est un problème de répartition, des critères de répartition, pas d'argent. Ça, c'est pas pour un pays développé. Bon, juste une petite note, mais simplement ça permet, quand telle ou telle instance officielle nous dit, vous savez, on n'a pas d'argent, il faut compléter la phrase. On vous dit, on n'a pas d'argent, il faut entendre, on n'a pas d'argent pour ça.
on n'a pas autre chose. Ouais. Ça aide, hein. Christine? Bon. Je ne sais pas si je suis pas hors sujet. Je voulais juste... certainement, parce que c'est le cœur qui parle et que des fois on a envie de... Monsieur ARS effectivement est parti. C'est très intéressant parce que dans ce qu'il a pu évoquer en tous les cas, moi je suis une maman avant tout, hein. Je suis présidente effectivement, mais je n'ai pas fait d'études pour savoir, voilà, moi tout ce que j'ai fait c'est avec le cœur. Et j'ai trouvé intéressant le lapsus qu'il a fait, hein, sur... et tous les chiffres de millions, je sais pas, de millions d'euros dont il a parlé, dont je ne sais pas où ils sont, ces millions d'euros réellement. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que toutes les familles ou toutes les personnes qui sont en situation de handicap ne sont pas riches, hein. Je ne crois pas qu'on les voit pouvoir faire des projets sur la comète. Et ce que je vois aujourd'hui, enfin ce que j'espère en tous les cas, c'est qu'on va voir effectivement ce sentiment d'inclusion. Moi j'ai toujours été pour autant, de pouvoir dire que chaque personne en situation de handicap à la naissance ou etc., qu'il puisse comment dire, vivre avec nous tous, avec tous citoyens, du mieux possible, hein, mais que parfois il y a des limites, et qu'on est confronté dans le quotidien à plein de choses qui font qu'on ne peut pas, c'est pas si facile que ça, de pouvoir inclure, ou s'inclure, ou s'insérer, et que c'est pas si simple que ça. Et que ça reste quand même, je pense, alors du privé ou pas, en tous les cas, c'est une question pour moi que j'entends, puisque j'entends beaucoup de choses aujourd'hui. Pendant un temps, on parlait de besoins de personnes, aujourd'hui on parle de prise en charge, mais on parle surtout d'argent. On parle de coût à la place, de prix de journée, effectivement. Donc on peut parler de département, de communes, de l'État, de tout ce qu'ils donnent, voilà, de tout ce qu'ils peuvent apporter. Et je voulais juste finir sur le fait que quand il parle de l'évaluatrice, il devrait savoir, oui, qu'elle est justement de ses propres services. Et que pense que s'il connaissait son nom, il faudrait qu'il revoie avec elle ce qu'elle m'a dit, qu'effectivement qu'en 2021 il n'y aurait plus d'amendement Creton dans toutes les structures. Donc je ne sais pas si des gens dans la salle ont des personnes, ont des enfants, ou des tontons, des cousins, enfin, qui sont en amendement Creton dans une structure, mais en tous les cas, moi c'est ce que mercredi dernier on a pu me dire. Donc j'imagine bien que ça ne va pas se passer comme ça, qu'il faudra du temps. Et depuis 15 ans que je traverse le handicap, plein de choses ont été dites, plein de choses ont changé. C'est toujours quelque chose qui est en mouvement, en changement. Donc j'espère en tous les cas que les personnes seront toujours au cœur de leur propre projet et qu'on prendra toujours en compte ce dont ils ont envie, eux, personnellement, et de pouvoir les accompagner au mieux dans ça. Voilà. Ok. Question? Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Facile pour Sol. C'est possible? Non? Pas de questions particulières? Non? Besoin de rajouter quelque chose par rapport à ce que l'on a échangé? Est-ce qu'il y a des points particuliers? Donc on a vu une notion d'inclusion qui pourrait sembler évidente mais qui est loin de l'être. Ce que je retiens aussi de ce que vous avez partagé, c'est la dimension aussi locale, pas forcément descendante, ça veut dire décider quelque part dans des hautes sphères et qui devrait tomber, mais c'est aussi comment on se mobilise localement, comment on essaie de créer des ponts. Et ce que tu as remarqué, Olivier, me semble très juste, c'est que ce n'est pas en opposant les différents acteurs qu'on y arrivera, c'est plutôt en les rassemblant, que ce soit parents, professionnels, politiques. Je crois que c'est vraiment cet assemblage-là qui fait... Et puis on retiendra aussi que on doit batailler pour que ça ne soit pas traduit les habitants en euros et les handicapés en euros. Et ça, je crois que ça va être vraiment un défi. Et au fond, là, on est tous concernés. Puisque le petit dernier appel, et je pense qu'il est important, c'est qu'il n'existe de politique publique que parce qu'il y a des citoyens qui participent à la politique publique, et ça c'est un point essentiel. Parfois on pourrait l'oublier et penser qu'on doit à des instances technocrates quelque chose, alors qu'au fond elles ne doivent leur existence que par la qualité de la citoyenneté. Donc aussi votre présence est aussi dans cette mesure. Merci à vous.
Merci Christine, et puis je vais laisser par contre Olivier sur scène, puisque c'est lui qui va faire la liaison en fait et pour le passage. Merci Christine, merci beaucoup.